Michel Collomb est journaliste, également auteur de plusieurs ouvrages, notamment Bush, le cyclone. Vous avez également Monopoly, Poker, Menteur, Attention, Média. Un bouquin également très intéressant, voilà, qu'il aura l'occasion de présenter. Et donc, Michel Collomb seront également régulièrement en Amérique latine, où il y a quand même des choses très intéressantes qui se déroulent maintenant depuis une dizaine d'années, notamment au Venezuela, chez Hugo Chavez. Et puis, s'il a été invité par les organisateurs, c'est parce qu'il a un discours pertinent, transparent, et qu'il va développer une thématique qui est l'une des plus importantes, si pas peut-être la plus importante. Vous le savez qu'actuellement, les médias jouent un rôle central, capital. Certains parlent des médias comme étant le quatrième pouvoir. De plus en plus, on le présente comme le deuxième pouvoir, peut-être même le premier pouvoir. Et donc, on va écouter Michel Collomb pendant 35-40 minutes. Donc, on va raboter de 10-15 minutes votre temps, chers orateurs. Voilà, sur une thématique des plus importantes, rôle des médias et de l'Union européenne. Michel Collomb, à vous la parole. Bonsoir, salam alaikum. Je suis très heureux d'être parmi vous. Heureux aussi de voir que vous êtes nombreux et soucieux de ce qui se passe à Gaza et de ce que nous pouvons faire pour empêcher le retour d'événements semblables. Je crois que c'est ça qui nous rassemble tous. C'est que pouvons-nous faire ? Chacun d'entre nous, j'insiste, pas seulement les experts, pas seulement les spécialistes, surtout vous. Que pouvons-nous faire pour mettre fin à ce massacre ? Car nous savons tous que à Gaza, ce n'est pas la paix, c'est juste une trêve provisoire en attendant la nouvelle agression, le nouveau massacre. Et donc notre rôle est absolument fondamental pour arrêter ça, pour renforcer la solidarité, pour renforcer les forces qui arrêteront l'agression. Alors je pense que ce qui est fondamental, c'est que chacun d'entre nous puisse effectivement expliquer autour de lui et combattre la désinformation des médias, qui ne sont pas des erreurs, qui ne sont pas des fautes individuelles, mais qui sont un système de propagande, parce qu'en réalité, je dis toujours, les guerres ne commencent pas par des bombes, elles commencent par des médias mensonges. Lorsqu'un gouvernement a décidé d'attaquer un peuple, que ce soit au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Afrique, n'importe où, la guerre est précédée et accompagnée d'une guerre d'une propagande de guerre en fait, d'une propagande qui vise à ce que l'opinion publique ici, en Belgique, en France, en Europe, soutienne ces gouvernements ou en tout cas ne résiste pas comme il faudrait. Et c'est donc effectivement la chose que j'ai étudiée dans les guerres des 20 dernières années, Irak, Yougoslavie, Afghanistan, et les guerres non déclarées comme au Congo et ailleurs. Ce que j'ai étudié, ce sont les règles de la propagande de guerre. Il faut absolument que chacun apprenne à les repérer tout de suite quand il reçoit une information et puisse l'expliquer à son voisin, son collègue de travail, son camarade de classe, etc. Les 5 principes de la propagande de guerre que vous allez retrouver dans chaque conflit sont occulter l'histoire, occulter les intérêts économiques, diaboliser l'adversaire, présenter notre camp comme n'attaquant pas un peuple mais seulement un dirigeant, et enfin monopoliser l'information, empêcher le vrai débat. Ces 5 principes-là, on les retrouvera dans tous les conflits. Et j'en dirai 2 mots tout à l'heure à propos de l'affaire récente, mais c'est important de pouvoir les repérer en général. Chaque fois qu'il y a une guerre, un conflit, dans les médias,
on nous cache l'histoire et la géographie de cette région qui est essentielle pour comprendre un conflit. Quand on nous dit en 90-91, l'Irak envahit le Koweït, c'est pas bien, les États-Unis et l'Europe vont lui faire la guerre pour empêcher ça. En passant, Israël envahit ses voisins tous les 2 ou 3 ans, ça c'est pas un problème, il reçoit des milliards d'aides militaires. Mais quand même, c'est faux l'information qu'on nous donne, parce qu'en réalité, ce sont les colonialistes britanniques qui ont séparé le Koweït de l'Irak au début du XXe siècle. Le gouverneur britannique de l'époque expliquait « on le fait pour empêcher l'Irak d'avoir un accès à la mer et pour l'affaiblir ». Et donc, ça, on cache aux belgo-belges qui ne connaissent pas l'histoire du Moyen-Orient et donc qui ne comprend pas ce qui s'est passé là-bas. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Quand on nous dit en Irlande, c'est une guerre de religion, les catholiques en veulent aux protestants et il faut les séparer, ils ne s'entendent pas. C'est faux. C'est une guerre coloniale. La Grande-Bretagne a colonisé l'Irlande, qui était agricole, qui était paysanne. La Grande-Bretagne, au XIXe siècle, développait des usines. Elle avait besoin de céréales et de nourriture très bon marché pour payer ses ouvriers le moins possible. Et donc, elle a agressé l'Irlande, elle l'a occupée, puis elle en a gardé une partie, et elle a amené là des colons qui, de fait, étaient protestants, tandis que les autres étaient catholiques. Et alors, la Grande-Bretagne a excité ce conflit, et elle essaye toujours, et encore aujourd'hui, de présenter ça comme une guerre de religion. Ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre coloniale, c'est une guerre économique, comme en Palestine. Je pourrais multiplier les exemples. Le deuxième point fondamental qu'on nous cache, c'est que chaque guerre, je dis bien chaque guerre, il n'y a pas d'exception, est une guerre économique, une guerre pour le fric, une guerre pour les intérêts des multinationales. Et ça aussi, évidemment, on nous dit on fait la guerre pour arrêter une menace terroriste, ou pour la paix, ou pour séparer des gens qui ne s'entendent pas. Enfin, on a toujours des magnifiques raisons nobles et désintéressées, alors que toutes ces guerres sont économiques. Il y a toutes sortes de peuples qui souffrent dans le monde et dont on ne s'occupe pas, ou même on aide ceux qui les font souffrir. Mais là, tout d'un coup, on fait des guerres humanitaires. C'est de la blague. Ce sont toujours des guerres économiques, des guerres pour les multinationales. Et ça, il faut être capable de le montrer, vraiment. Et je vais donner un exemple. Effectivement, mon ami a dit que j'étais très intéressé par ce qui se passe au Venezuela. C'est vrai. J'y suis allé de nombreuses fois depuis 4 ans, j'ai beaucoup discuté, j'ai fait des enquêtes. Une collaboratrice a fait un très chouette film qui s'appelle Bruxelles-Caracas, qui présente tout ce que fait Chavez. Et je suis en train de terminer un livre qui s'appelle Les 7 péchés d'Hugo Chavez, parce que je pense que c'est très très important de ne pas se limiter à ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce que fait Chavez est extrêmement important aussi pour le Moyen-Orient et pour le monde entier. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est aussi un pays pétrolier. Et quand vous arrivez à Caracas et que vous montez, l'aéroport est au bord de la mer, vous montez vers la capitale Caracas, qui est à 1000 mètres, et vous voyez alors sur les montagnes très très raides, il y a des milliers et des milliers de gens qui habitent dans des taudis. C'est vraiment, c'est des blocs de béton, et quand vous avez l'occasion d'aller d'un peu plus près voir, le sol c'est la terre, il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sanitaire. Le toit, c'est une tôle ondulée, et on est sous les tropiques, donc c'est vraiment des taudis. Et il y a des millions et des millions de gens qui habitent là-dedans. Alors quand vous arrivez là, vous vous dites, mais c'est quand même un pays pétrolier. Ça fait 80 années qu'on exporte du pétrole ici. À un moment donné, c'était même le premier exportateur de pétrole au monde. Où est passé l'argent ? Et effectivement, quand Chavez arrive, il y a 80% de Vénézuéliens qui sont sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire vivre avec 1 ou 2 dollars par jour. Vous pouvez essayer. Donc, quand vous vous demandez où est l'argent, mais si on vous indique le quartier où est l'argent, vous allez découvrir, ça s'appelle le Country Club, là, dans un quartier un peu discret de Caracas. Et là, vous voyez des villas. Les choses du Sartilvan, ici à côté, c'est des cabanes, parce que là, vous voyez des palais avec des piscines comme des terrains de foot, avec des Ferrari et des Lamborghini à l'entrée. Bien sûr, il y a des barbelés, des miradors, des types avec des armes, etc., et des caméras qui vous espionnent.
Et ça, c'est juste la maison à Caracas. Il y a la même chose à Miami. Le type, il a une île dans le Pacifique, il a un compte en Suisse. Enfin, l'argent, il est parti là. Et grâce à ces gens-là, il est surtout parti dans les coffres-forts de Exxon, qui, entre parenthèses, l'an dernier a fait 45 milliards de dollars de bénéfices. 45 milliards de dollars de bénéfices. Et ça fait 80 années que Exxon, BP, Total, tout ça, créent leur fortune, la richesse de leurs actionnaires et de leurs dirigeants, en pompant toute la richesse du Venezuela. Ce n'est pas un détour que je fais là, c'est l'essentiel, parce que quand on attaque Chavez, quand on fait un coup d'État contre lui, quand on essaie de le renverser en sabotant l'industrie pétrolière, quand on l'attaque dans les médias en essayant de le diaboliser, de le présenter, lui aussi, tiens, comme un antisémite ou comme un dictateur ou un populiste ou que sais-je, ça, les prétextes sont faits pour s'en servir. En fait, quand on attaque Chavez, c'est pour cacher une seule chose, c'est que nous, multinationales de l'Occident, avons décidé que le pétrole nous appartient, que la richesse nous appartient et qu'elle doit nous servir à nous et que les Vénézuéliens, ils peuvent crever, ils peuvent rester dans leur pauvreté. Même chose pour le monde arabe, parce que la leçon de Chavez, maintenant qu'il est au pouvoir, il a utilisé l'argent du pétrole pour donner l'éducation à tout le monde, des soins de santé à tout le monde. Avant ça, il y avait 2 Vénézuéliens sur 3 qui n'avaient jamais vu un médecin de leur vie et qui n'allaient jamais en voir un parce que c'était trop cher. Donc ça, c'est une leçon fondamentale. D'abord pour le Moyen-Orient. Vous savez que dans certains pays du Moyen-Orient, on construit des tours, là, des hôtels, où c'est à qui va construire 100 mètres plus haut que le précédent, et le tarif la nuit, c'est 20 000 €. Donc il y a des gens dans ce monde-là qui en dépensent 20 000 € pour une chambre, une nuit. Et l'argent du pétrole, il part à ça, pendant qu'on connaît la misère qu'il y a au Caire, qu'il y a dans une grande partie du monde arabe, et on sait que si l'argent du pétrole était bien utilisé, honnêtement et de façon solidaire, on pourrait mettre fin, mais rapidement, à la pauvreté et construire une économie qui permettrait à tous de vivre dignement. Ça, c'est un principe de la propagande de guerre. Il faut cacher à l'opinion belge et française que quand on attaque Chavez, quand on attaque les Palestiniens, quand on attaque les Irakiens, c'est pour garder le droit de certains milliardaires d'aller passer des nuits à 20 000 € pendant que le reste de la population y crève de faim. C'est des guerres économiques, c'est des guerres pour ça. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, évidemment, c'est que si on veut faire détourner l'attention de tout ce que je viens de dire et que les gens ne se posent pas trop de questions, il faut, excusez-moi l'expression, leur flanquer la trouille. Donc, il faut diaboliser l'adversaire, faire croire qu'il est très menaçant. Et là, vous avez petit a, les armes de destruction massive, petit b, les terroristes, petit c, les fanatiques intégristes. Si vous pouvez mélanger le tout, c'est encore mieux. Il faut flanquer la trouille, comme Bush l'a fait à partir du 11 septembre, pour persuader les gens aux États-Unis que vraiment il y avait un grand danger, que tout le monde allait les attaquer. Et donc, il faut diaboliser l'adversaire, publier des images d'atrocités. Si on n'en a pas, on les invente. Sinon, on va les chercher ailleurs dans les archives, toujours des images, et on les applique à quelqu'un d'autre. Quatrième grand principe de la propagande de guerre, nous, les gouvernements occidentaux, nous voulons la paix, et nous ne voulons pas de mal à ces peuples sur qui nous lançons des bombes. C'est simplement le problème de leurs dirigeants. Et donc, on va même essayer de faire croire que nous voulons le bien de ces peuples-là pour les débarrasser de leurs méchants dirigeants. Ça, c'est un principe fondamental. Il y a eu un très bon article que j'ai eu l'occasion de diffuser sur mon site il y a quelques semaines, où quelqu'un écrivait « Massacrer les Palestiniens pour libérer leurs femmes ». Ça, c'est toujours, donc, on mène des guerres humanitaires. On doit aussi présenter nous-mêmes comme voulant la paix, prêts à négocier, mais c'est les autres qui ne veulent pas, et donc tout ce discours pour tromper l'opinion publique. Cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, il faut monopoliser le débat, il faut confisquer les grands médias et les émissions stratégiques de la télévision et empêcher l'autre point de vue de venir s'exprimer et de faire en sorte que le spectateur puisse réfléchir, se poser des questions, tiens, il y a 2 points de vue, et commencer à réfléchir avec son cerveau. Donc c'est la télé pizza, la télé qu'on consomme, qu'on avale, et face à laquelle on ne réfléchit pas. Voilà donc ces 5 grands principes de la propagande de guerre, et je pense intéressant de voir rapidement comment ils ont été appliqués dans la question de Gaza.
Le principe occulter l'histoire, cacher l'histoire, il a été appliqué à fond. Ce qui est interdit, je pèse mes mots, ce qui est interdit de dire dans les émissions stratégiques de la RTBF, de RTL et dans les grands quotidiens, La Dernière Heure, La Meuse et autres, qui font l'opinion, de la majorité de l'opinion. Donc, il est interdit de cacher que c'est une histoire d'un État raciste, d'un État colonial et d'un État qui pratique le nettoyage ethnique par étapes, en allant chaque fois le plus loin qu'il peut et en pensant chaque fois à l'étape suivante du nettoyage et de l'expulsion. Le deuxième principe de la propagande de guerre appliquée à la question d'Israël, c'est que l'Union européenne et les États-Unis aiment à se présenter dans cette affaire comme des arbitres neutres qui essayent de ramener la paix et de trouver une solution entre les deux camps. C'est faux. En réalité, c'est une guerre made in USA. C'est une guerre décidée par les États-Unis qui arment Israël avec des milliards de dollars d'aide militaire chaque année. C'est une guerre aussi de l'Union européenne qui vient encore récemment de décider que Israël allait pouvoir devenir quasiment un membre de l'Union européenne, juste avant la guerre. C'est clair qu'ils leur ont donné le feu vert. Et chaque fois qu'il y a ce conflit, l'Union européenne dit « oui, mais Israël a le droit de se défendre ». Et donc, ils se mettent, en plus, ils sont leur principal partenaire économique. Si l'Union européenne arrêtait ses relations économiques avec Israël, celui-ci serait obligé de négocier dans les 5 minutes. Et donc ça, c'est très important. Quand Israël bombarde et tue des enfants palestiniens, vous savez que c'est avec des armes vendues par la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Vous savez que c'est avec le soutien de Sarkozy. Quand la ministre israélienne des Affaires étrangères est allée le visiter, elle a dit « nous défendons les valeurs de l'Occident » et Sarkozy a applaudi. Donc, effectivement, quand ils bombardent à Gaza, c'est aussi Sarkozy, Merkel et nos dirigeants belges qui bombardent. Il faut avoir le courage de le dire. Le troisième grand principe consistant à diaboliser, avec le Hamas, je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer longtemps, que là, on présente Dracula, on présente vraiment un épouvantail. Je pense qu'il est interdit d'expliquer ce qu'est vraiment le Hamas, pourquoi c'est ce mouvement de résistance-là qui maintenant a le soutien d'une très très grande partie, d'une très grande majorité de l'opinion en Palestine, que même ceux qui ne sont pas pour le Hamas et qui ne sont pas de cette conviction-là soutiennent le Hamas parce qu'il résiste et que bien souvent c'est le seul qui a une grande capacité de résistance. Et donc il faut faire tout un film, tout un cinéma pour faire peur avec le Hamas, cacher qu'en réalité il est prêt à une solution juste, qu'il a des positions raisonnables, qu'il a déjà fait et est prêt à faire des concessions. Il faut absolument diaboliser et, encore une fois, excusez-moi, mais flanquer la trouille, parce que c'est vraiment ça qui est nécessaire pour que l'opinion marche et ne réfléchisse plus. Bien entendu, il faut présenter Israël sous un beau jour, et donc là, ça consiste à dire qu'Israël est la démocratie, la seule démocratie du Moyen-Orient, et que donc pour ça, il faut la défendre. Ça, c'est évidemment un discours absurde. C'est comme... comment voulez-vous accepter l'idée qu'une démocratie s'amène là en Palestine en 1948, vient dire « Dieu a dit que nos grands-parents étaient là il y a 2000 ans, donc nous on revient, vous sortez, et tous les gens on les place dans des tentes ou dans des bidonvilles où on les condamne à l'exil. » Qu'est-ce que c'est ça pour une démocratie ? Qu'est-ce que c'est pour une démocratie qui refuse le simple principe « une personne, une voix » et chaque personne est égale ? C'est en réalité pas une démocratie, c'est un apartheid. Et c'est comme j'ai eu la possibilité pour une fois de le dire à la télévision, et comme je le maintiens, Israël est l'État le plus raciste au monde. Israël est un pays colonialiste. Et l'Occident a malheureusement un fameux passé colonialiste. Et s'il voudrait contribuer à ce qu'on dépasse tout ça et se faire pardonner, il faudrait cesser de défendre la dernière colonie au monde, à savoir Israël. Le dernier principe de la propagande de guerre, la monopolisation de l'information, dois-je vous faire un dessin ?
il y a un contrôle, il y a des listes noires sur qui peut parler dans les médias écrits ou télévisés en Belgique, privés ou publics, malheureusement. Et il y a toute une série de gens qui sont exclus de ce genre de débat et l'opinion publique n'a pas le droit de l'entendre. Donc la question du monopole de l'information, la question de la censure sur l'information dans notre Belgique démocratique ou dans la France démocratique, elle est évidente. En fait, tout ce que je vous dis là, ça ne doit pas surprendre. On ne doit pas se poser la question, mais comment ça se fait que les médias se trompent ou sont comme ça, avec des préjugés, des partis pris? C'est normal, c'est un système qui fonctionne comme ça. En réalité, il faut absolument que les gens approuvent ce que font leurs gouvernements, c'est-à-dire leurs multinationales, c'est-à-dire la couche riche de la population, la toute petite élite qui décide de l'avenir du pays. L'avenir du pays ne se décide pas aux élections, il se décide dans les conseils d'administration des toutes grosses sociétés. Et pour que l'opinion ne se pose pas trop de questions sur tout ça, on assiste vraiment à une guerre de l'information, ce n'est pas un mot exagéré, et je pense que vraiment, ça c'est la chose fondamentale dont il faut se rendre compte et dont il faut maîtriser les rouages si nous voulons pouvoir faire quelque chose. Alors j'aimerais vous donner un aperçu de la guerre de l'information et je vais vous proposer de lire le texte d'un salopard, mais d'un salopard très intéressant. Le salopard en question, c'est le général Kitson, qui était un général britannique qui avait été envoyé en Malaisie et au Kenya pour les guerres coloniales de l'Empire britannique dans les années 60. Et comme apparemment il était très bon dans la répression, Londres l'a envoyé en Irlande en 1970 parce que, comme je l'ai dit là, la Grande-Bretagne avait un grand problème. Il y avait un mouvement de résistance, l'IRA, qui n'acceptait pas la colonisation et qui disait aux Britanniques de rentrer chez vous et qui voulait la réunification de toute une Irlande libre. Et donc le général Kitson était chargé de diriger toute la répression. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout général qu'il soit, il a écrit un bouquin qui a très vite disparu de la circulation, d'ailleurs bizarrement, mais j'en ai trouvé un exemplaire et j'en ai fait une synthèse. Et dans ce bouquin, il expliquait que la répression militaire et policière classique n'a aucune chance de réussir sans, je cite, une campagne pour gagner les cœurs et les esprits. Et il appelait ça « guerre psychologique stratégique ». Alors qu'est-ce que ça recouvre, ce terme mystérieux? Eh bien, je vais le montrer en citant les méthodes prônées par Kitson pour justement mener la guerre contre le mouvement de résistance qu'il affrontait. Méthode numéro 1. Former tous les cadres des ministères de Londres, armée, affaires étrangères, etc., aux techniques de manipulation psychologique de l'opinion. 2. Monter de pseudo-gangs qui attribueront des coups attribués à l'ennemi pour le discréditer. 3. Employer les forces spéciales SAS pour réaliser des attentats et puis dire que c'est l'ennemi, comme ça on le discrédite. 4. Créer des diversions en provoquant, je cite, une guerre de religion. 5. Fabriquer de faux documents, black propaganda, qu'on attribuera à l'ennemi pour le discréditer. 6. Infiltrer des agents ou recruter des traîtres dans les organisations de l'adversaire pour provoquer des scissions. 7. Militariser l'info de la BBC et censurer totalement le point de vue adverse. 8. Filtrer l'information à destination de la presse internationale et s'y assurer des complicités. 9. Fournir des documents photographiques pour influencer l'opinion. 10. Utiliser des journalistes comme espions sur le terrain. 11. Utiliser la musique pour attirer des jeunes avec un message apparemment dépolitisé. Et 12. Mettre en place de faux mouvements spontanés qu'on présentera comme neutres et indépendants, mais qu'on financera pour affaiblir le soutien au camp adverse. C'est un général qui parle, et c'est un général là qui montre comment les services secrets et l'appareil de répression en général considèrent la bataille médiatique, la bataille pour l'opinion, comme la première de toutes les batailles. Excusez-moi, la mère de toutes les batailles. Je pense vraiment que c'est la bataille de l'information. Alors, pour conclure par rapport à ces 5 principes de la propagande de guerre, leur application à Israël et le cadre de la guerre de l'information dans lequel tout ça se place,
la question qui nous préoccupe maintenant, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire avec tout ça? Parce que je rejoins tout à fait l'orateur précédent quand il a dit « pleurer, ça ne sert à rien ». Et se retrouver ici entre convaincus, c'est très bien et on est très content d'être ensemble. Mais la chose importante n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. La chose importante, c'est ce que nous allons tous pouvoir faire demain avec nos expériences et avec notre stratégie pour gagner la bataille de l'information. Le grand problème que nous avons ici en Belgique, et je pense que ça se rencontre aussi en France et dans les autres pays européens, le grand problème, c'est la division. Quand à Bruxelles, il y a eu une manifestation le 31 décembre, il y avait une manifestation spontanée, très rapide, mais beaucoup de gens déjà. J'étais à la fois très content, parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était très combatif, il y avait vraiment beaucoup de protestations, les gens voulaient faire des choses, et j'étais triste parce que dans cette manifestation, il y avait 95%, je vais dire, de personnes d'origine arabe ou musulmane et, je ne sais pas le terme qu'il faut employer, mais vous me comprenez, 5% de belgo-belges. Alors je n'étais pas triste parce qu'il y avait tellement d'arabes et de musulmans, j'étais triste parce qu'il n'y avait pas du tout assez des autres. La question à se poser, c'est pourquoi n'étaient-ils pas là ? Et je crois que c'est beaucoup dû à ce qu'ils avaient vu à la télévision et au fait qu'ils ne voyaient pas la guerre sur Al Jazeera, mais la guerre sur RTL. Et c'est surtout dans les premiers jours, deux guerres totalement différentes. Au début, on ne montre pas l'intensité des massacres et des crimes. Quelqu'un me disait hier dans une discussion, Al Jazeera parle de l'endroit où tombent les bombes. Et RTL ou TF1 parlent de l'endroit d'où on lance les bombes. Et les gens ne voient pas la même guerre. En plus, on leur a raconté le mythe qu'Israël se défendait contre les roquettes du Hamas. Nous savons tous que c'est un prétexte, que c'est un mensonge, qu'en plus c'est Israël qui a rompu la trêve et pas le Hamas. Et donc c'est ça qui explique cette manipulation de l'information. Je vais respecter mes 5 minutes, mais je crois que c'est intéressant de creuser justement les facteurs de division que nous devons affronter, parce que c'est ça qui est important. Alors, je m'excuse de citer encore un texte un peu négatif, mais je pense qu'on peut apprendre plus des adversaires que de nous-mêmes. Et après la manifestation de Bruxelles du 11 janvier, qui était, à mon avis, remarquable, une des plus belles manifestations en Europe, il est paru dans Le Soir un texte signé par Manuel Abramovitch, Claude Demelaine, c'est les gens du Journal du Mardi, et Sam Touzani. Et ce texte était intitulé « Le pouvoir aux barbus, non merci ». Et apparemment, ils n'ont pas vu la même manifestation que moi et que beaucoup de gens, parce qu'ils décrivent la manifestation de Bruxelles comme qui donnait le ton, essentiellement des organisations politico-religieuses musulmanes, des représentants de mosquées, et la manifestation était souvent rythmée par des slogans comme Allahu Akbar. Alors j'en ai entendu un petit peu, mais la grande majorité, c'était pas ça. C'est effectivement une discussion à tenir dans nos rangs, quels sont les meilleurs slogans pour s'adresser à l'opinion public occidental pour la convaincre. Et là, je ne vais pas déflorer ce que va dire Tariq Ramadan, mais comme j'ai eu l'occasion d'être avec lui dans 2 débats à Bruxelles et à Lille, et que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'il expliquait, je peux vous dire en scoop qu'il va vous dire, quand vous vous adressez aux gens sur la Palestine, il faut que vous soyez universel. Il faut que vous teniez un discours qui ne soit pas un discours pour convaincre seulement les musulmans ou les croyants, mais pour convaincre tout le monde, donc avec des valeurs communes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi en expliquant les principes de la propagande de guerre, parce que ça, si vous pouvez expliquer comment l'information est faite, ou plutôt n'est pas faite, à des gens qui soient musulmans, juifs ou non-croyants, vous pourrez les convaincre en leur disant « c'est une guerre injuste, c'est une guerre des puissances coloniales riches contre les populations, c'est une guerre basée sur le mensonge. Si vous arrivez à démontrer ça, alors vous aurez effectivement été
universelle et efficace. Je reviens à ce papier de cette manifestation, et là, contre cette manifestation, et là, les trois auteurs disent « Nous nous adressons à la gauche, notre famille politique ». Bon, tous les gens de gauche, heureusement, ne sont pas comme ça. Camarades, cessez de fermer les yeux face à la montée en puissance d'un cléricalisme musulman, intolérant, impérialiste et antiprogressiste. Voilà, rien que ça. Donc, impérialiste. Donc, le problème pour ces gens-là, le problème qu'il y a en Belgique, c'est qu'on aurait un impérialisme musulman, antiprogressiste et raciste, dangereux, etc., etc. Là, on ne vit pas dans le même pays, parce que, quelles que soient les convictions, et les miennes sont ce qu'elles sont aussi, quelles que soient les convictions, je pense que le grand problème que nous avons ici en Belgique, c'est que nous avons un gouvernement et des partis qui soutiennent Israël à fond. Et je ne parle pas seulement du lobby sioniste, qui évidemment est très important et influence sur les médias, mais ça va plus loin que ça. Les dirigeants de nos grands partis gouvernementaux en Belgique misent sur Israël. Ça, c'est le cheval sur lequel on mise parce que les États-Unis, mais aussi l'Europe, ont besoin au Moyen-Orient d'un flic. Israël est le flic du Moyen-Orient, le flic du pétrole, qui est chargé de maintenir les populations arabes dans la dépendance, dans la soumission, dans la peur des armes nucléaires. On nous parle que peut-être l'Iran va les développer. Israël en a 200, ça on ne parle pas. Alors le problème qu'on a en Belgique, c'est que justement, on a malheureusement une gauche de salon qui n'ose pas appeler les choses comme elles sont, qui n'ose pas dire que oui, il y a un impérialisme, mais c'est celui des États-Unis et d'Israël, et que c'est ça la grande menace qui frappe l'ensemble du monde et qui fait souffrir au Moyen-Orient, et que le problème, c'est que la Belgique et l'Europe sont complices, et que c'est là-dessus que nous devons faire pression. Alors, une minute, Michel. Pas de problème, on est dans les temps, Président, rassurez-vous. Alors justement, par rapport à cette gauche de salon, cette gauche frileuse qui parle de Nasrallah mais qui ne sait absolument pas ce que Nasrallah dit et fait et pourquoi c'est quelqu'un qui effectivement incarne une résistance à Israël importante. Je reviens du Liban, j'ai parlé avec plein de Libanais et pas seulement des Arabes, et c'est évidemment la résistance et il faut la soutenir. Vous savez, par rapport à ce genre de texte, il y a une phrase d'un écrivain français qui s'appelle Régis Debray qui me semble très éclairante. Décrivant la mentalité qui domine chez les franco-français ou les belgo-belges, etc., et notamment dans cette gauche-là, il disait « Ils ont enlevé leur casque colonial, mais en dessous, la tête est restée coloniale. » Il y a une mentalité dans cette gauche. Bon, la Belgique est quand même un pays qui a colonisé le Congo, qui a commis des crimes atroces contre la population noire là-bas. Quand j'étais jeune, on me racontait dans les manuels scolaires, chez les bons pères catholiques, etc., que les Noirs étaient des fainéants, qu'ils étaient stupides et qu'heureusement qu'ils nous avaient pour un petit peu les élever. Et on ne m'a jamais parlé de ces crimes de Léopold II, qui était notre Hitler à nous au Congo, il faut avoir le courage de le dire. On ne m'en a jamais parlé et c'est bien plus tard que je l'ai découvert. Donc je pense que ces choses-là... Je pense que ces choses-là, ça marque la mentalité des gens ici. Il faut le savoir, il faut en tenir compte. Il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas les agresser ou les rejeter. Il faut simplement comprendre comment ils ont été formés ou plutôt déformés et donc élaborer une stratégie intelligente pour en parler avec eux et pour les faire avancer. Je vais arrêter parce que j'avais encore quelque chose à dire, mais comme je souhaite... Non. S'il vous plaît. Je suis en train, de négocier là avec le président, donc je prends un peu moins de mon temps, mais je voudrais qu'il y ait plus de temps pour vos questions parce qu'elles sont importantes et je voudrais donner du temps à répondre aux vos questions. Je voudrais juste dire, alors, une seule chose pour conclure, si on ne retient de ceci qu'une seule chose, ça devrait être celle-ci. Parler aux gens convaincus, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'utilité. Parler entre nous, se sentir bien entre nous, oui, c'est agréable, mais ce n'est pas ça qui compte.
Ce qui compte, c'est de parler aux non-convaincus, aux gens qui ont été trompés, et de leur parler d'une façon convaincante. Et c'est là-dessus que nous devons réfléchir et débattre ensemble. J'ai l'expérience, ça fait certains d'entre vous savent que j'anime un site internet d'information alternative. Nous diffusons une lettre chaque semaine avec une sélection d'une douzaine d'articles du monde entier, ou des articles que parfois je fais moi-même. Et l'important, Internet nous offre des possibilités, parce que là, on n'a pas besoin de la publicité, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin... Et là, la force des gens peut faire une information de qualité. Et là, c'est la chose que je voudrais vraiment vous dire. On essaye de vous faire croire que vous êtes impuissant, que vous n'avez pas de pouvoir, que l'information, ce sont les experts et les gens riches qui la font, c'est faux. L'information, vous pouvez la faire. Vous pouvez chacun dans votre vie quotidienne, à votre travail, à votre école, être un journaliste d'une autre nature que ceux d'en face, effectivement. Je ne jette pas la pierre sur les journalistes, c'est plutôt sur le système des médias. Mais vous pouvez, vous aussi, être des journalistes. Et je voudrais vraiment que la chose qui ressorte de tout ceci, c'est que vous n'êtes pas impuissant, vous avez un pouvoir, vous avez vraiment une capacité d'action. Et si nous voulons être solidaires des gens de Gaza, et empêcher la prochaine agression, mais pas seulement les gens de Gaza, aussi le Venezuela, le Congo, l'Irak et tous les pays qui vont être agressés s'ils résistent trop. Si nous voulons ça, c'est à chacun de nous de s'engager dans cette bataille de l'information, dans cette bataille pour la vérité. Je vous remercie.